Je filmais d'ici à peu près. Il y avait du monde partout. Chacun se défendait avec les moyens du bord. Les uns jetaient des pierres, d'autres des cocktails Molotov, ou envoyaient des explosifs avec des lance-pierres. Denis Nikitenko, directeur d'un festival de cinéma, décide de filmer les émeutes qui ont embrasé la ville pendant l'hiver 2013. Tout d'un coup, on a commencé à amener les blessés. Et ils étaient de plus en plus nombreux. J'ai soulevé le blouson d'un des blessés. Et il était mort. C'est la première fois que je voyais un mort. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais sous le choc, mais j'ai commencé par solidarité avec les insurgés à lancer des cocktails Molotov moi aussi. Et j'en ai lancé beaucoup. Un déferlement de violence qui fait basculer Denis dans le combat. Le basculement d'un homme à l'image de tout un pays, l'Ukraine. 45 millions d'habitants coincés entre la Russie et l'Europe. Un pays aujourd'hui au bord de la guerre civile. Entre nationalistes ukrainiens d'un côté, on veut vivre chez nous dans une Ukraine libre. Et pro-russes de l'autre. La Russie et Poutine avec nous! Comment l'Ukraine en est-elle arrivée là? Nos équipes se sont rendues sur place au moment des événements pour attraper l'histoire en marche. Grégoire Deniau a enquêté au sein du mouvement nationaliste ukrainien. Nous avons affaire à un véritable ennemi. Ce sont nos petits frères attardés mentaux, les Ruskov. Vincent Nguyen s'est rendu en Crimée. Il vous demande de partir avec la caméra. 10 jours après le début de son occupation par la Russie. Enfin, Hugo Van Neufel est allé chez le voisin géorgien, où l'annexion d'un territoire par Vladimir Poutine a des airs de déjà-vu. Imaginez, tout est en russe. On ne nous laisse pas parler géorgien. Enquête sur une région en crise. Enquête au cœur de la poudrière ukrainienne. Toi, avec la caméra, tu retournes dans la voiture. Lorsque nous arrivons à Kiev, place Maïdan, les affrontements ont cessé depuis 2 semaines. Et les troupes russes occupent le sud du pays depuis déjà 10 jours. Les édifices portent encore les stigmates de la violence du soulèvement de ces derniers mois. Un peu partout, des drapeaux rouges et noirs flottent fièrement. Ce sont ceux du secteur droit, une organisation créée au début de la contestation qui rassemble plusieurs groupuscules d'extrême droite. Les militants du secteur droit étaient en première ligne lors des affrontements qui ont opposé pendant 3 mois une population révoltée contre son gouvernement, qu'elle juge corrompu et à la solde de la Russie. La mission du secteur droit, défendre les manifestants contre les Berkouts, les forces gouvernementales pro-russes. Très organisés, très hiérarchisés, ces militants cultivent le culte du secret. Rares sont ceux qui acceptent de parler. Allez, encore 2. Après, on prend tout ça. Toi, tu prends ça et ça. J'ai rejoint le secteur droit au mois de janvier, quand ça a commencé sur Maïdan. On veut changer le pays, son visage. Prouver au monde qu'on est toujours là. L'Ukraine est unie et réunie. Que personne ne peut nous détruire. Aucun régime. Ni celui de Yanukovych, ni même celui de Moscou. Vous transportez quoi? Ah? C'est quoi ça? Une bombe. Fort de sa récente popularité, le leader du secteur droit, Dimitri Yarosh, a annoncé qu'il serait candidat aux élections présidentielles du 25 mai. Son organisation est désormais un parti politique. Retranché au 6e étage de cet hôtel, Dimitri Yarosh se cache. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Vladimir Poutine,
pour appel public au terrorisme et bande organisée. Nous tentons de le rencontrer. Bonjour, je suis journaliste. Je sais que votre leader Yarosh est ici et je voudrais le rencontrer. Le garde appelle aussitôt son chef au téléphone. Il y a des journalistes qui veulent vous voir. Qu'est-ce que je fais? Je les laisse entrer? Restez là. Attendez, je vais voir. Finalement, c'est le porte-parole du parti qui vient nous parler. Yarosh ne reçoit personne pour des raisons de sécurité. Notre but, c'est de servir le peuple d'Ukraine. C'est pour cela que nous avons créé le secteur droit. Nous voulons un État fort, prospère et indépendant. Les Ukrainiens pro-russes ne sont que des zombies influencés par la propagande de Poutine. Et vous avez l'intention de faire quoi maintenant? Actuellement, le pays est sous occupation, mais on va se défendre. On est prêt pour le combat, avec tous les moyens dont nous disposons. Ces ultranationalistes se sont fait les gardiens de la révolution. Ils vivent dans ces tentes, aux côtés d'autres milices nationalistes, également issues de Maïdan. Ils refusent de rendre les armes et se préparent même à la guerre contre la Russie, qu'ils exècrent. Nous suivons la première légion de Kiev, une milice proche du secteur droit, lors d'une séance d'entraînement de tir en dehors de la ville. Expert est avec nous. Il va nous guider dans l'entraînement. Nous devons nous préparer à l'éventualité d'une guerre. Waouh, la vache! Belle bête! Leur chef instructeur est Mykola Shmalia, mais il se fait appeler expert. Le temps où on se battait avec des bouteilles et des bâtons est révolu. Devant nous se trouve un ennemi réel. Ce sont nos petits frères attardés mentaux, les Russes. On ne peut pas envoyer les gens se battre juste avec des bâtons. Ce serait de la chair à canon. Ils doivent au minimum savoir manipuler les armes. Qui a déjà tiré avec un fusil d'assaut M16? Barman, boulanger, fonctionnaire, hommes comme femmes, tous ici touchent pour la première fois une arme de guerre. À toi. La sécurité est là à gauche. Prépare-toi bien. Tu remets bien la sécurité quand t'as fini. Vous n'avez pas peur de vous entretuer entre Ukrainiens? Ce qui fait peur, c'est quand on te tire dessus. Je sais pas si c'est effrayant de tirer sur quelqu'un. J'ai jamais essayé. On verra. Après, je vous dirai. Baisse bien tes épaules. Et vise bien droit. Attention, attention. Ne te retourne pas. C'est très dangereux. Normalement, je travaille dans la publicité, c'est mon métier. Peut-être que les femmes ne sont pas faites pour ça, mais si un ennemi est là, il faut pouvoir se défendre. Alors les gars, ça fait quoi? C'est pas mal. On va pouvoir les combattre, ces Russes? Faut qu'on s'entraîne encore un peu. Et on va leur donner une bonne leçon. Un nationalisme anti-russe exacerbé qui prend ses racines à l'ouest du pays, dans la ville de Lviv. La ville a joué un rôle déterminant dans le soulèvement. Parmi la centaine de victimes côté manifestants, 66 étaient de Lviv. Grégoire Deniau se rend dans cette ville au passé douloureux, envahie tour à tour par les soviétiques et les nazis. Ici, on se sent ukrainien avant tout. L'enfant du pays, c'est Stéphane Bandera. Dans les années 20, il crée le premier mouvement nationaliste. Figure emblématique pour les uns, personnage controversé pour les autres, il n'a pas hésité à collaborer avec les nazis pour se libérer de l'oppresseur soviétique. Ici, le ressentiment anti-russe est si fort qu'il fait l'objet de déclinaisons parfois surprenantes. Mot de passe. Gloire à l'Ukraine. L'Ukraine est glorieuse. Il n'y a pas de Ruskov, Pas de Ruskov. pas de communistes, de traîtres, de collabos. Ni coco, ni traître, ni collabo. Entrez, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas russe. Les Ruskov tombent comme des mouches avec ça. C'est de l'hydromel. C'est un poison anti-russe. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Cet ancien abri, caché au sous-sol d'une vieille maison, a été transformé en restaurant
à la gloire de l'Ukraine indépendante. Staline est particulièrement détesté. Il est responsable de la grande famine qui a frappé l'Ukraine en 1932, faisant près de 6 millions de morts. Gloire à l'Ukraine! Attention! Nous avons été informés qu'il y a un Ruskov parmi nous! Allez, levez-vous vite! Avance! Allez, le communiste, rentre là-dedans! Vous avez déjà été en prison? Vous serez au chaud, là. Ce n'est qu'un jeu, mais il en dit long sur l'état d'esprit des Ukrainiens de l'Ouest. C'est le patriotisme. C'est une manière de soutenir notre nation et de ne pas oublier ses souffrances passées. La fierté nationale, c'est ça. Un pays uni, un esprit uni et une pensée unie. Ces valeurs, ce discours, ont motivé Yurko Nazaruk, le propriétaire des lieux. Pour lui, l'indépendance de son pays, si souvent dominé, doit aujourd'hui s'affirmer. Son restaurant n'a qu'un seul but, réhabiliter l'esprit nationaliste ukrainien de son héros, Stefan Bandera. Les Ukrainiens pro-russes et les Russes eux-mêmes, quand ils visitent Lviv, sont toujours en train de dire que Stefan Bandera était un nazi. Mais cette interprétation est surtout née d'une ignorance de notre mouvement. Mon objectif avec ce restaurant, c'est de changer ça, d'éduquer les gens. Aujourd'hui à Kiev, les héritiers de Bandera se retrouvent au sein du Parlement. Leur parti, Svoboda, un parti d'extrême droite qui, depuis les émeutes, a le vent en poupe. Il compte 37 députés et a obtenu des postes clés au sein du gouvernement de transition. Son leader, Oleg Tiagnibok, natif de Lviv, est lui aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par Poutine, tout comme Dmitri Yarosh, le leader du secteur droit. Il est la deuxième bête noire du Kremlin et fait lui aussi campagne pour les présidentielles. Nous espérons que le peuple ukrainien, aidé de l'armée nationale, pourra résister à l'ennemi russe et que la communauté internationale ne nous abandonnera pas. Nous n'avons pas cédé et nous ne céderons pas aux provocations de la Russie. Le premier coup de feu ne sera pas tiré par l'Ukraine. Un peu plus loin, nous croisons une députée du parti. Pour Irina Farion, l'Ukraine est tout simplement en train d'achever sa guerre d'indépendance contre la Russie. Une guerre commencée il y a un siècle. En fait, la guerre avec la Russie ne s'est jamais terminée. Il y a seulement eu des périodes plus ou moins calmes. Actuellement, la guerre en est même à son point culminant. Et cette guerre, ce n'est pas que l'annexion de territoire, c'est avant tout une guerre médiatique. Une guerre médiatique sans précédent, lancée par Moscou. Suite à la prise de pouvoir par la violence, un tout autre régime est à la tête du pays, odieux, cynique et cruel. Une guerre sans nuance et souvent mensongère pour accentuer les divisions entre nationalistes ukrainiens au pouvoir et population pro-russe. Des bus pour la Crimée ont été incendiés par des nationalistes. Leurs passagers ont été traînés dehors, frappés avec des bâtons, contraints à rester allongés sur le sol, à se déplacer à genoux et à chanter l'hymne ukrainien. Une guerre des images et des mots où les nationalistes ukrainiens sont systématiquement traités de fascistes, de nazis et d'antisémites. Pour Vladimir Poutine, ces événements ne sont pas une révolution, mais des pogroms. Les dirigeants ukrainiens sont alliés à l'extrême droite. C'est néo-nazis qui cautionnent l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et rien n'est laissé au hasard. Ce document, que nous nous sommes procurés, provient de la présidence russe. Il indique aux journalistes la façon dont ils doivent parler de l'Ukraine dans leurs reportages. En tête des recommandations, les journalistes doivent insister sur l'absence de loi en Ukraine, l'atmosphère de chaos et la présence de nazis au poste clé du gouvernement de transition. Attisée par cette propagande, la population russophone d'Ukraine s'enflamme. Dans la ville de Kharkiv, à un jet de pierre de la frontière russe, ils sont des centaines chaque semaine à défiler sous un immense drapeau russe. Ils réclament l'intervention de Moscou.
Nous voulons l'armée russe et ses chars à Kharkiv et qu'ils aillent jusqu'à Kiev. La Russie et Poutine avec nous. Nous retrouvons dans la bouche de ces manifestants les mêmes propos qui tournent en boucle sur les chaînes de télévision russes. Vive Kharkiv, libérez des bandéristes! À Kiev, les fascistes ont pris le pouvoir. C'est pour ça qu'on est ici. Des manifestants nostalgiques de l'Empire soviétique. Les drapeaux soviétiques, c'est la mémoire pour les personnes âgées, ceux qui ont connu l'URSS. Le monde de la stabilité, à l'époque où le peuple était au pouvoir. La Russie, c'est le symbole de la stabilité. C'est la garantie de la sécurité. La foule se dirige vers la maison de la culture ukrainienne. Des militants du secteur droit s'y cacheraient. Les pro-russes ont décidé de les déloger. Ils sont à l'intérieur! C'est la voiture des fascistes. S'il vous plaît, n'entrez pas, s'il vous plaît, allez-vous-en. Vous allez mettre le feu. Ça, c'est le drapeau européen, le drapeau des fascistes. Si des gens venaient chez vous, vous ne les mettriez pas dehors? C'est vous qui êtes chez nous, c'est vous qui avez commencé. Au milieu de la foule, la responsable des lieux essaie de calmer le jeu. Mais vous êtes qui? Allez, rentrez, madame. Elle cache des terroristes. À l'intérieur, pas de terroristes, mais des écharpes et des drapeaux, rouges et noirs, appartenant au secteur droit. Ça, c'est leur littérature fasciste qui nous traite de Ruskov et de race inférieure. Dans ce climat de quasi-guerre civile, exacerbé par la propagande russe, des voix s'élèvent. Des personnalités de la communauté juive d'Ukraine, la troisième d'Europe, écrivent une lettre ouverte à Vladimir Poutine. Ils dénoncent les accusations de fascisme et d'antisémitisme faites à leur pays. Des accusations qui ne serviraient rien d'autre que les intérêts du Kremlin. Les citoyens russophones d'Ukraine ne sont pas humiliés ni discriminés. Votre certitude concernant la croissance de l'antisémitisme en Ukraine ne correspond pas non plus à la réalité des faits. Vladimir Vladimirovitch, nous vous pressons instamment de ne pas perturber la situation de notre pays et de cesser vos tentatives de délégitimer le nouveau gouvernement ukrainien. Alexandre Whitebourg est l'un des peintres ukrainiens les plus connus. Il fait partie des signataires de cette lettre. Bien sûr qu'il y avait des antisémites place Maïdan, mais ils sont venus là pour se battre contre Yanukovych, pas contre les Juifs. Donc la présence de ces antisémites ne rend pas ce mouvement antisémite. L'hystérie que l'on voit en Russie autour de la question de l'antisémitisme me déplaît profondément. D'autant qu'au Parlement russe, il y a des partis comme Rodinia, ça veut dire la patrie, ou encore le Parti libéral-démocrate de M. Jirinovski. Mouvement à côté desquels nos partis nationalistes sont des cours d'apprentissage de tricot aux jeunes filles de bonne famille. Premier objectif de cette propagande russe, justifier une intervention en Crimée, la péninsule située dans le sud de l'Ukraine. Le 28 février, 30 000 soldats russes prennent position. La Crimée, un territoire stratégique qui offre un accès direct aux mers chaudes, est envahie. 10 jours après l'arrivée des troupes russes, notre journaliste Vincent Nguyen se rend dans cette région de 2 millions d'habitants pour voir comment les Criméens vivent cette occupation. Première rencontre devant cette base militaire.
Les soldats ukrainiens sont retranchés derrière leurs grilles, impuissants. Le gouvernement de Kiev leur a demandé de ne pas utiliser leurs armes. Devant la base, des soldats russes, peu loquaces, face à notre caméra. Bonjour, c'est la télé française. Il vous demande de partir avec la caméra. Les passants, souriants, entament la conversation ou se prennent en photo. Pour certains, les soldats russes sont vus comme des héros. Ce sont nos pacificateurs. Grâce à eux, ici c'est calme et l'ordre règne. Je veux vivre en Russie. Je ne veux pas vivre dans un État fasciste. Le fascisme ne passera pas par la Crimée. Ici, la propagande de Moscou a parfaitement réussi. On est pour la Russie. Poutine nous plaît. Il est le seul homme capable de faire quelque chose pour notre pays. Un sentiment très largement partagé dans cette péninsule qui compte 60% de russophones et qui s'apprête à se prononcer sur le rattachement de la Crimée à la Russie lors d'un référendum. Un référendum joué d'avance. Moscou continue sa propagande sans nuance. Soit l'Ukraine tombe aux mains des nationalistes et devient une dictature nazie, soit elle reste libre entre les mains de la Russie. La seule voix dissidente dans cette région, ce sont les Tatars. À 3 jours du référendum, ils manifestent contre ce vote qui validerait l'occupation russe. Ils représentent aujourd'hui 15% de la population de Crimée. Ils sont les premiers habitants de cette terre. D'ailleurs, en tatar, Crimée veut dire ma colline. Avec ma famille et mes amis, nous ne participerons pas au référendum parce qu'on le considère comme illégal. Pour comprendre pourquoi les Tatars sont si hostiles à l'occupation russe, nous allons voir Hatice. Cette femme de 90 ans a survécu aux atrocités perpétrées par les soviétiques. En 1944, Staline remporte la victoire sur les nazis et accuse les Tatars de collaboration avec l'ennemi. 190 000 personnes sont déportées en Ouzbékistan. Hatice avait 20 ans. Tôt le matin, on a frappé à notre porte. Les Russes sont entrés. Les militaires. On dormait encore. Un soldat a dit « Levez-vous, vous avez un fusil ?» J'ai dit non. Je n'ai pas d'arme. Pourquoi j'aurais une arme? Il m'a dit « Vous êtes des traîtres. Levez-vous, habillez-vous. Vous avez 15 minutes pour partir. » Ils nous ont mis dans des wagons de marchandises. On était comme des sardines dans une boîte. On ne pouvait pas s'allonger. Les vieux sont morts dans le train. On jetait leurs cadavres des wagons comme des pierres. Le voyage a duré 23 jours. Et puis on est arrivé en Ouzbékistan. Comme Hatice, les rares Tatars à avoir survécu à la déportation sont revenus vivre en Crimée dans les années 90. Mais ils n'étaient plus les bienvenus. Leurs biens avaient été vendus, leurs maisons étaient habitées par des Russes. Ils se sont installés sur des terrains vagues et sont devenus des citoyens de seconde zone. La nouvelle génération, inquiète pour son avenir, s'est largement mobilisée pour soutenir les insurgés anti-russes de la place Maïdan. Parmi eux, Mohamed, 17 ans. Quand Maïdan s'enflamme, il organise en Crimée des collectes pour aider les insurgés. Depuis, il fait l'objet de menaces de mort de la part des pro-russes. Ça, c'est le site des anti-Maïdan. Vous voyez ici, ils profèrent des menaces au couteau. On voit mon adresse, ma rue, comment se rendre chez moi. Moi-même, je ne pourrais pas aussi bien expliquer où j'habite. Après, il y a des commentaires qu'il faut me tuer à l'arme blanche, m'exploser, mettre le feu à ma maison. Je n'aurais jamais pensé cela imaginable. Je suis pour la justice, pour l'égalité, mais en Crimée, tout le monde pense que je suis quelqu'un de mauvais. Un nazi qui déteste les Russes.
национал-социалист, что я ненавижу русских. Face à cette violence, les jeunes Tatars s'organisent. Lorsque la nuit tombe sur leur quartier de Simferopol, ils montent la garde autour de ce brasero. Hassan a initié ce groupe de surveillance. Les gens ne se sentent plus en sécurité. Avant l'annexion de la Crimée, tout le monde vivait en bonne entente. Les voisins se saluaient sans se soucier des communautés. Et maintenant ils s'ignorent. Ils se montent les uns contre les autres, écrivent des grossièretés sur les clôtures. Et vous craignez d'être attaqué par les pro-russes? C'est exactement contre eux qu'on protège notre quartier. Il y a des Cosaques, des pro-russes ivres, qui rôdent ici pour nous provoquer. Mais vous êtes armés? Non, pas d'armes. Et qu'est-ce que vous ferez alors si on vous attaque? On prendra des fourches. Au début, on essaiera de trouver une issue pacifique. Mais qu'est-ce qu'on ferait avec des armes de toute façon? Pour le moment, la seule arme des Tatars, c'est leur chaîne de télévision, ATR. Nous nous rendons dans leur studio. ATR est en Crimée le seul média à opposer sa voix à la propagande pro-russe. À l'origine, la chaîne avait pour but de promouvoir la culture de ce peuple turcophone et musulman venu des steppes avec Genghis Khan au XIIIe siècle. Mais depuis l'occupation russe, ATR a bousculé ses programmes, avec l'ambition d'être la dernière source d'information indépendante de Crimée. Les habitants ici ne reçoivent plus de chaînes ukrainiennes. Sur les touches de leur télécommande, là où avant il y avait des chaînes ukrainiennes, on diffuse maintenant des chaînes russes. Et celles-ci ne sont pas, disons, tout à fait objectives. Comme nous sommes la seule chaîne de Crimée, et même maintenant la seule chaîne ukrainienne qui diffuse encore en Crimée, notre mission a changé. Nous devons informer et donner, en tout cas essayer de donner une information objective sur ce qui se passe. Et comment imaginez-vous l'avenir de votre chaîne dans une Crimée russe? J'ai une réponse très courte. Demandez à Poutine. Ces derniers temps, les journalistes de la chaîne ont de plus en plus de mal à faire leur travail. Le lendemain, sur le terrain, nous suivons Zera, l'une des journalistes d'ATR. Elle a été prévenue que des miliciens pro-russes s'apprêtent à attaquer une base de l'armée ukrainienne. Nous nous rendons sur place. Aux abords de la base, des miliciens pro-russes habillés en militaire nous barrent l'accès. Bonjour. Vous êtes journaliste? Oui. Vos papiers. Pour toi, avec la caméra, tu retournes dans la voiture. Mais pourquoi? Éteignez la caméra, je vous dis. Ne me poussez pas. Je vous explique. On nous a informé que quelque chose se prépare ici. Je ne peux pas vous en parler, je suis en service. Mais moi aussi, je suis en service. Nous sommes tous au travail. Il y a un groupe de terroristes venus d'Ukraine. D'Ukraine? Nous avons ordre de ne laisser passer aucune voiture, c'est tout. Bandits. Un contact de Zera nous informe que nous pouvons entrer dans la caserne en passant par derrière. Des militaires ukrainiens nous aident à rentrer. À l'intérieur, la situation dégénère. Les miliciens pro-russes prennent d'assaut l'entrée de la base. Ce soldat ukrainien veut que nous soyons témoins de la scène. Suivez-moi, ça se passe par là. Les militaires ukrainiens sont vite débordés. Ils se défendent armés de bâtons. Ils ont ordre de ne pas porter d'armes. Les miliciens pro-russes, eux, tirent. Et en quelques minutes, envahissent la base. Et toi là-bas, arrête de filmer. Ils découvrent que nous avons filmé la scène. T'es dit d'arrêter de filmer. Les miliciens ne veulent pas de témoignage de leur prise d'assaut et nous prennent en chasse.
Notre caméraman, David, en bonnet et en blouson rouge, n'a pas le temps de repasser le mur d'enceinte. Il est arrêté. David s'est fait prendre. Quand nos journalistes ont réussi à pénétrer dans la caserne militaire, des tirs provenant de la base ont retenti. Un de nos journalistes a été, nous pouvons le dire, capturé. C'est un journaliste de la chaîne française Canal+. Une heure plus tard, le téléphone sonne. C'est David. Les miliciens qui l'ont capturé lui ont demandé de nous appeler. Ils le font parler en anglais pour surveiller ses propos. C'est David. Ça va? Ils veulent les images, sinon c'est 15 ans de prison. Ne t'inquiète pas, j'ai pas l'intention de te laisser 15 ans en prison. Les miliciens nous menacent. Mais 3 heures plus tard, changement de ton. David est libéré sans condition. Seule demande des ravisseurs, interviewer David pour certifier qu'il n'a pas été maltraité. 3 jours avant le référendum qui doit rattacher la Crimée à la Russie, l'enlèvement de David fait tâche. Les miliciens veulent rattraper le coup. Vous avez des remarques par rapport au comportement des gardes? Non, les gars se sont comportés de manière correcte, ils n'ont pas été méchants, voilà. Vous devez savoir que notre objectif principal, c'est de garantir l'ordre, la discipline et de prévenir les pillages. Je vous remercie de garder une bonne impression de nous. Dimanche 16 mars 2014, le rattachement de la Crimée à la Russie est validé par 97% des voix. Sur la place Lénine de Simferopol, les drapeaux russes brandis de toutes parts ont remplacé les drapeaux ukrainiens. Ça y est, c'est enfin la fin de l'Ukraine. On a réussi! On est en Russie maintenant! Sûr de sa victoire, Moscou avait préparé la fête. Le nouvel homme fort de la Crimée russe, Sergueï Aksenov, est acclamé comme une rockstar. Alors que les pro-russes jubilent, le représentant local des Tatars, Refat Chubarov, nous confie son désarroi. La situation dans laquelle nous nous trouvons ce soir en Crimée illustre les failles d'un système international censé protéger le monde, les gens et les territoires. Ce que je ressens ce soir, c'est de l'inquiétude pour mon peuple, les Tatars de Crimée, mais pas seulement pour eux. Et Refat Chubarov a des raisons de s'inquiéter, car l'annexion d'un territoire par la Russie a des airs de déjà-vu. À 1500 km de la Crimée, la République de Géorgie. En 2008, la Russie envahit ce petit pays de 4 millions d'habitants, au moment où il demande son adhésion à l'OTAN. Après une semaine de conflit et plus de 1000 morts, la communauté internationale intervient pour stopper la guerre. Mais Moscou annexe 2 provinces géorgiennes qui réclament leur indépendance, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Pour enquêter sur ces 2 provinces entièrement à la solde de Moscou, notre journaliste Hugo Van Hoffel se joint à la mission de surveillance européenne. Elle a été mise en place pour s'assurer que les Russes n'empiètent pas davantage sur le territoire géorgien. Nous suivons les observateurs de l'Union européenne qui patrouillent le long de la zone d'Ossétie du Sud. Heinrich, on n'est pas en train de dépasser? Non, c'est bon, c'est ok, on est encore à 300 mètres.
Face à eux, des soldats russes bien équipés montent la garde le long d'une frontière invisible. Une frontière que personne ne reconnaît, à part la Russie et ses alliés. Un pas de trop, et c'est l'incident diplomatique. Pour l'éviter, les observateurs n'ont qu'une arme, le GPS. À combien vous estimez la distance, là? À 100 mètres. On doit faire attention où on marche parce qu'on ne peut pas traverser. Donc on patrouille juste le long de la frontière, de la ligne administrative. On ne dit pas frontière, on dit ligne administrative. Côté Osset, les militaires russes surveillent notre progression. Depuis la crise en Ukraine, la tension est montée d'un cran. Les observateurs européens sont inquiets. Là-bas, ils ont commencé à poser du fil barbelé. Et je suis sûr que ce n'est qu'un début. Ensuite, ce sera du matériel et puis une nouvelle caserne. Au total, 52 km de fil barbelé et des caméras thermiques ont été installées ces derniers mois. La petite province séparatiste s'est transformée en camp retranché russe. L'autorisation d'y pénétrer nous sera refusée. Pour comprendre comment fonctionnent ces nouveaux pays satellites, nous tentons notre chance auprès de l'autre province annexée par la Russie en 2008, la République d'Abkhazie, moins militarisée et plus accueillante. Après une semaine de négociations, nous obtenons un visa. Pour entrer en Abkhazie, pas de poste frontière côté géorgien, car le pays la considère toujours comme une de ses provinces, tout comme les Nations Unies. Nous entrons donc dans un pays qui n'existe pas. Il nous faut marcher 1 kilomètre et traverser un pont délabré où nous croisons une carriole, seul moyen de transport autorisé entre les deux territoires. Depuis 2008, un gouvernement fantoche a été mis en place par Moscou et le rouble a remplacé la monnaie géorgienne. Sur 3 heures de route, les paysages lugubres s'enchaînent. Nous arrivons dans la banlieue de la capitale Sukhumi pour retrouver Milana et ses amis. Comme 80% des Abkhazes, ils ont reçu un cadeau de Poutine, un passeport russe. Ils sont reconnaissants, mais pas dupes. Moi, je rêverais de pouvoir voyager dans le monde avec mon passeport abkhaze. Mais comme notre pays n'est pas reconnu par la plupart des pays du monde, eh bien, je ne peux pas. Heureusement, nous pouvons voyager grâce à notre passeport russe. Avec ce passeport, on peut aller en Europe, par exemple. Ils nous accordent des visas. Lorsque Poutine a pris le pouvoir, l'attitude de la Russie à l'égard de l'Abkhazie a changé. Elle nous a défendus militairement contre la Géorgie et cela a été justifié par le fait que nous avions des passeports russes. Est-ce qu'ils considèrent le passeport russe comme un cadeau? Non, on ne considère pas le passeport russe comme un cadeau. Nous ne sommes pas des enfants et on sait que dans ce genre de situation, rien ne se fait gratuitement. Il y a toujours un but précis. Quel est ce but? Ça, il faut le demander à Poutine. Une distribution de passeports qui a transformé les Abkhazes en citoyens russes. Un tour de passe-passe pour une annexion réussie. En plus des passeports, le Kremlin déverse des millions sur la région. Dans la capitale, c'est un peu Miami. Rien à voir avec les paysages lugubres traversés jusqu'à présent. Depuis 2008, 300 millions d'euros ont été investis pour que Sukhumi s'offre une cure de jouvence. Pour nous éclairer sur le fonctionnement de cette république, nous rencontrons le ministre de l'économie abkhaze. L'homme a 34 ans et a été formé à l'université de Moscou. Tous les postes clés du gouvernement abkhaze sont adoubés par le Kremlin, qui finance 70% du budget de l'État. Voilà, ça c'est un livre qui compile les différents projets réalisés avec l'argent russe depuis qu'ils sont à nos côtés. C'est pour vous. Parcs, fronts de mer, hôtels, sites historiques, la liste fait une vingtaine de pages. Alors forcément, pour Monsieur le ministre, la Crimée a un avenir radieux. La Russie va appliquer en Crimée la même politique qu'ici. Ils vont développer l'industrie du tourisme,
En plus, les paysages de Crimée ressemblent beaucoup à l'Abkhazie. Cela va avoir un impact positif sur l'économie de toute la région. Pour nous rendre compte du miracle russe, le ministre nous suggère de rencontrer Gouram Karazia, un entrepreneur en bâtiment et un proche du président. Le parc où nous sommes porte le nom de notre poète le plus connu. Il a été réhabilité avec l'aide financière de la Russie il y a 4 ans. La fontaine aussi a été reconstruite par eux. En fait, tout le quartier a été reconstruit avec de l'argent russe. D'ailleurs, on va aller voir le théâtre de la ville. C'est un de mes chantiers, c'est par là. Grâce à l'aide financière russe, Gouram, lui, est devenu un homme riche. Pour ce chantier, j'ai un budget de 10 millions d'euros. Avant l'aide russe, il n'y avait aucun chantier. Mon entreprise comptait 25 personnes et aujourd'hui, on est plus de 300. Mais hors de la capitale, l'argent a du mal à arriver. Et certaines populations sont laissées à l'abandon. Parmi elles, les Géorgiens, qui ont choisi de rester après l'invasion. Ils ne sont plus que 45 000 sur les 250 000 qui vivaient ici avant la guerre. Des réfugiés dans leur propre pays qui s'entassent à l'est du territoire. Comme les Tatars en Crimée, les Géorgiens en Abkhazie sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Le seul bâtiment refait à neuf ici est celui qui abrite les expatriés et les militaires russes. Nous nous rendons à l'école primaire de Shashikvara. Ici, le géorgien, la langue maternelle de ses enfants, est proscrit. Tous les cours sont en russe. Avant l'annexion, le russe n'était qu'une option parmi d'autres. Pour Mazia, la directrice de l'école, qui a connu l'enseignement tout en géorgien, le changement est de taille. Moi, j'ai fait toutes mes études en géorgien, même l'université. Alors c'est bizarre pour moi de devoir parler en russe. J'ai un peu de mal. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Qu'est-ce que la foi chrétienne pour toi? C'est croire en Dieu. Et saurais-tu me donner le nom du livre des chrétiens? La Bible. C'est très bien. Dans cette classe, les livres d'histoire viennent directement de Moscou. Pata est enseignant depuis 2 ans. Ce cadeau du Kremlin, il s'en serait bien passé. Les enfants doivent connaître le russe. De toute manière, c'est ce que le ministère de l'Éducation nous demande. La langue, ce n'est pas le plus grave. Le problème, c'est que l'histoire varie selon les pays. Elle n'est pas enseignée de la même manière. Des pratiques proches d'une campagne d'assimilation forcée. Venez ici et regroupez-vous les enfants. Pour la directrice, la minorité géorgienne est exclue du miracle russe. Les fonds russes ici ne vous aident pas? Non, ici personne ne nous aide. Ça c'est pour les autres. Il n'y a pas de fonds russes ici. Il n'y a pas de fonds russes ici. Ils vous donnent juste des livres d'histoire, quoi. Oui, c'est ça. Devant notre caméra, Mazia n'en dira pas plus. En Abkhazie, la parole est surveillée. Critiquer le système Poutine, c'est prendre un risque. Au moment où nous partons, une enseignante veut se confier. Nous laissons tourner la caméra. Aucun Géorgien n'a accès au poste de l'administration. Même la police ne veut pas nous protéger. Il y a beaucoup d'injustices et les gens se sentent impuissants. Notre présence a été repérée. Notre chauffeur, un Abkhaze, nous encourage à partir. Je pense qu'on ne devrait pas trop rester ici. Les gens auxquels vous avez parlé peuvent avoir des problèmes.
Hier déjà, on s'est approché de moi pendant que vous filmiez. On m'a demandé qui vous étiez et ce que vous faisiez. Et moi j'ai dit, je sais pas, je ne suis que le chauffeur. Pour moi, de toute façon, ils savent déjà tout. Mais ceux qui sont venus l'interroger, c'est des gens de la sécurité? Oui, bien sûr. La sécurité d'État, c'est l'œil de Moscou en Abkhazie. Leur obsession est de savoir quelle image nous allons donner de leur pays et de la Russie. Ils vont nous arrêter plus de 10 fois en 5 jours de tournage. Vous êtes français? Vous avez les accréditations? Montrez-les-moi. Vous filmez quoi exactement? C'est quoi le but de votre reportage? C'est sur les 20 ans de l'indépendance de l'Abkhazie. On vous a vu filmer des maisons là-bas et on trouve ça suspect. Non, on va aller reculer pour faire la montagne. Bon, allez, c'est bon. Ils finiront par nous emmener dans les locaux de la sécurité d'État pour nous interroger. Cette pression sécuritaire, personne n'y échappe en Abkhazie. Pas même la sacro-sainte Église orthodoxe. C'est d'ici qu'une des seules voix discordantes contre la Russie ose s'élever. Le père David, protégé par son statut, peut critiquer ouvertement la volonté d'assimilation russe. Depuis plus de 1000 ans, nous avons toujours su conserver notre nation, notre langage et nos traditions. Et cela face à l'Empire romain, à l'Empire byzantin, à l'Empire ottoman, puis maintenant face à la Russie. Personne ne doit oublier que le nom de ce pays, c'est Abkhazie. L'annexion de l'Abkhazie par la Fédération de Russie a apporté un nouveau souffle à l'économie du pays, mais elle l'a aussi transformée en marionnette de Moscou. Nous quittons l'Abkhazie pour repasser du côté géorgien. Nous obtenons l'autorisation d'interviewer le président du pays, Gueorgui Margvelashvili. L'homme nous reçoit un dimanche après-midi dans sa modeste datcha. Pour lui, le scénario russe en Crimée est la continuation d'une diplomatie initiée ici, en Géorgie. Une politique du coup de force pour restaurer un empire. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Après 2 guerres mondiales, l'humanité a conclu qu'il valait mieux négocier que faire la guerre. Et ce qui s'est passé en Ukraine, mais aussi ici, en Géorgie, montre que ce consensus essentiel, qui est que la diplomatie doit prévaloir, est menacé. Le scénario est le même, délivrer des passeports, se concentrer sur des sphères d'intérêt qui vont au-delà de l'indépendance. En réalité, on s'aperçoit que Moscou ne regarde pas ses proches voisins à travers le prisme de l'indépendance, mais à travers son propre intérêt. Des intérêts qui amènent la Russie à utiliser des moyens militaires. Et vous avez été surpris par ça? J'ai été surpris, mais en même temps, je m'y attendais. Abkhazie, Ossétie, Crimée, la Russie avance ses pions et étend sa zone d'influence. Une politique d'expansion qui fait craindre le pire à l'Europe. Suite à l'invasion de l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes ont fait appel à l'OTAN pour renforcer leur système de défense. Pendant ce temps, en Crimée, 25 000 passeports russes ont été distribués et toutes les bases militaires sont passées entre les mains du Kremlin. Désormais, d'autres régions russophones d'Ukraine demandent leur rattachement au nouvel empire russe, du tsar
Poutine.